est-ce que nous sommes à l'aube d'une révolution médicale à l'ère de l'intelligence artificielle? Effectivement, je dirais oui. Expliquez. Pourquoi? Parce que si je vous dis que aujourd'hui là, on peut faire la chirurgie à distance, que la personne est peut-être ici à Chypre, le médecin et le chirurgien est à Chypre et le malade est à Kinshasa. Allez-vous accepter et croire? Bonsoir, bonjour, j'espère que nous allons bien. Je suis Monsieur Jordi Ilunga. Nous sommes dans le compte de Spécial Interview. C'est quoi Spécial Interview? Spécial Interview est une plateforme qui met en lumière des hommes et des femmes qui ont marqué leur génération, qui ont marqué leur quotidien à travers les visions, leurs pensées, leurs initiatives. Alors ce soir, nous parlerons d'un sujet très crucial. Nous parlerons de la coopération entre l'intelligence artificielle et le corps médical. Nous serons en train de voir quels sont les bénéfices ou les désavantages de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. Alors ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un homme merveilleux. Et tout comme nous le connaissons dans Spécial Interview, nous avons l'habitude de laisser à l'invité de se présenter. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir papa, je pense que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, pouvez-vous vous présenter? Premièrement, je vous remercie de m'avoir invité dans ce plateau. Et je me nomme Boniface Njoli Mpame. Je suis radiologue. Et voilà. Je suis également marié. J'ai une généreuse femme que je salue à passant, maman Ruth Njoli. Et voilà. Ah, d'accord, monsieur Boniface Njoli. Oui. Nous voulons savoir quel a été votre parcours. Ah oui. Votre enfance, vous êtes né où? Vous avez grandi où? Quelles sont les choses qui vous ont façonné durant votre enfance? Je suis né à Kinshasa. Et après un temps, mon père avait décidé que je puisse aller faire l'humanité à l'internat, à Yakamba. Les gens qui sont du côté Boudjala et tout, et consorts, ils connaissent vraiment le milieu. Boudjala, Gemena et tout, ils connaissent le milieu. Et après l'internat, mon père nous avait, parce qu'on était à 3, et le papa nous avait donné une condition, que la personne qui va rentrer au pays, faire l'université, c'est la personne qui obtiendra son diplôme. Et par là, on s'était déterminé, on disait que non, moi je dois finir en premier pour rentrer en fait. Et aussi, c'était là que j'avais eu connaissance de la radiologie. Et voilà, c'était l'ami de mon prof de maths, parce qu'à cette époque, j'étais vraiment fort en maths, en fait. Et le prof était partout, il partait, il m'appelait, j'étais là, j'étais comme l'enfant chéri du professeur. Voilà. Et un jour, nous sommes allés voir l'ami du prof à l'hôpital, parce que l'ami du prof, c'est un technicien radiologue. Et l'ami du prof m'a posé la question, que penses-tu être au futur, en fait? Moi, je dis non, au futur, je dois être docteur, parce que je dois opérer mon père. Je dis, tu dois opérer ton père comment? J'ai essayé de lui expliquer, non, mon père a un truc qu'il le fait au mâchoire et tout, voilà. Et ils ont essayé de faire remettre le plus l'opération, mais ça ne marche pas. Alors, lui maintenant me dira, ah, si ça ne marche pas, je pense qu'il faudrait plutôt commencer par savoir la cause de cette maladie-là. Donc, il faut faire les examens de la radiologie. Par là, maintenant, je lui pose la question, la radiologie, c'est quoi? Et puis, il commençait à m'expliquer et tout, voilà. Et après mon diplôme, comme papa nous avait promis, et puis je suis rentré et je devais m'inscrire pour mes cursus universitaires, et ma sœur, que je salue en passant, Nisha Yenga, qui m'a amené à l'UNIKIN pour faire la médecine. Et pour faire la médecine, tu dois passer au test. Et en arrivant là-bas, on était plus de 4000 dans la salle. 4000 oui, dans la salle. Et puis je me suis posé la question, 4000, qui sera reçu et qui va échouer? Donc on ne sait pas.
Et on finit le test, en sortant comme ça, je dis à ma sœur, le truc, je vois un peu bizarre. Donc, on doit un peu essayer de penser Autre autrement. chose. Et subitement, il y a un gars qui nous croise en route, qui nous parle de l'imagerie médicale. Et puis directement, je me suis dit, ah, j'ai entendu parler aussi de la radiologie quelque part. Et ma sœur également me dira, oh non, c'est bien. Si tu peux le faire, tu peux le faire au lieu de partir en médecine et tout, voilà. C'est par là maintenant, je m'étais orienté en imagerie médicale. Et voilà, j'ai obtenu mon diplôme en 2020. Ok. J'ai obtenu mon diplôme et puis j'ai eu à faire mes formations, mes spécialisations en échographie, en hystéroscopie, voilà. Donc c'est un peu ça. Euh, vous aviez dit que papa avait posé des conditions. J'aimerais savoir, vous avez fait quelque chose de mal pour ces conditions-là ou faire comment? Non, en fait, C'est quoi l'histoire derrière ça? nous sommes grandis dans une famille, il y avait que deux choses, l'église Et l'école. et l'école. Oh my God. C'est tout. Il n'y avait absolument rien. Donc, si tu n'es pas à l'église, Soit tu es à l'école. tu as l'école. Si tu n'es pas à l'école, ça veut dire que tu es à la maison. Oh. Donc, c'était comme ça que nous sommes grandis. Et vu les renommées de la place où, de l'internat, papa maintenant était confiant pour dire que non, mes enfants vont prouver le lieu que les autres sont en train de dire que c'est difficile et comme ça. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Bon, pour moi, c'était une manière de nous motiver, en fait. Ah, ok. Donc, Ouais. vous, la condition n'était pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Non, non, non. C'était juste une manière de vous motiver Voilà, à travailler. c'était une manière de nous motiver pour rentrer un peu beau. Parce que papa avait aussi cette habitude de nous dire, par exemple, à la fin de l'année, il nous dira, la personne qui obtiendra 70%, je vais lui faire un cadeau. Et il faisait ça aussi? Oui. Ah. Et puis, tu vois, là, on va se dire, non, moi, je serai le premier. Non, moi, je serai le deuxième. Et si c'est là. Et généralement, c'était moi et ma soeur, la soeur que j'ai suivie, Déborah Belekwa, que je salue également à passant. Elle et moi, c'était comme ça. Guerre. Oui. Ok. Jusqu'à ce qu'il y avait un temps auquel on était dans une même classe. Oui. Parce que j'étais vraiment si... Voilà. À un niveau oui, élevé. et après, maintenant, on commençait à lui menacer à la maison. Tu vois, ton frère. Et puis, c'est par là, maintenant, elle avait eu conscience pour dire oh, non, je dois également travailler. Pour changer les directement, choses. Par là, maintenant, elle était parmi les 2 premiers. Oh là là. Oui. Elle était seulement, si elle n'est pas la première, elle est la deuxième. C'était comme ça. Donc ça, c'était, papa créait une concurrence loyale voilà, dans la maison. Ça, voilà. Tout le monde devait se battre. Ouais. Ah, je pense que c'est un état d'esprit que beaucoup des parents africains peut-être n'ont pas, mais quand même, pour vous, ça a bénéficié. Ouais. Alors, nous voulons savoir, à part la radiologie, qu'avez-vous encore réalisé à part ça? Quelles sont peut-être une entreprise, quelque chose comme ça? Oh, à part la radiologie, je suis le CEO de Niptis Foundation Ultras. Pouvez-vous nous parler un peu plus? Niptis Foundation Ultras, c'est une fondation qui aide les étudiants ou les techniciens à apprendre comment réaliser les échographies. Voilà. Et nous avons eu à organiser de cela plusieurs conférences, tout en expliquant aux gens c'est quoi l'échographie, comment faire et tout, voilà. Comme dernièrement, l'année passée, nous avions eu à parler sur l'importance de l'échographie pelvienne chez une femme avec douleur pelvienne. Okay. Alors, on avait eu à montrer quelques images, comment réaliser et tout, voilà. On pensait même également faire pratiquer sur terrain, mais fort malheureusement, on n'avait pas eu l'autorisation de l'université pour le faire. Mais c'est une chose vraiment qui nous comptons le faire. Si une fois qu'on aura l'opportunité, on va effectivement le faire. Voilà. Comment est-ce que l'idée vous est venue en tête de créer cette fondation? Quels étaient les soucis? Vous avez été animé par quoi? Bon, j'ai toujours eu en tête d'enseigner. Ok. Un bon enseignant alors. Voilà. J'ai toujours eu cette envie-là d'enseigner. J'ai toujours eu cette envie-là d'aider les autres aussi à faire mieux. Parce que moi, j'ai commencé à faire les échographies, j'étais encore étudiant.
Wow. Oui, j'étais encore en G3. Oh là là. Oui. Et puis, dans ma promotion, on n'était qu'à 2 qu'on faisait les échos à cette époque. Moi et mon ami docteur Kouamba, que je salue en passant, c'était seulement nous deux qu'on faisait les échographies à cette époque-là. Et c'était également devenu une motivation pour les autres, pour dire que non, ces jeunes, ils sont trop jeunes, parce que c'était également nous deux, on était également aussi jeunes dans l'auditoire, en fait. Et puis, les autres, maintenant, commençaient à être motivés. Voilà, ils nous posaient la question et tout, comment est-ce que vous faites, et ainsi de suite. Et par là, maintenant, je me suis dit, non, je dois également aider les autres. Voilà, donc c'est par là que j'ai eu l'idée, non, je dois créer une fondation. C'était en 2023 non, en 2021 que ça a commencé au pays également. Et ça a commencé au pays. Mais au pays, on n'avait pas vraiment fait à faire beaucoup d'activités parce qu'on n'était pas vraiment dans une très bonne position et tout. Et puis, on travaille dans plusieurs institutions sanitaires et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous voyons que vous avez eu à passer par un parcours vraiment élogieux, partant Merci des beaucoup. euros, et voilà, vous avez quand même réalisé un truc, quelque chose qui peut, aujourd'hui, quelqu'un peut venir dans votre institution et ressortir, se dire, oui, j'ai appris quelque chose d'important. Alors, nous allons un peu entrer dans le sujet de ce soir. Le sujet, on parle de l'intelligence artificielle. On veut voir la coopération, les enjeux. Qu'est-ce que le corps médical gagne lorsque l'intelligence artificielle fait son entrée? Alors, la première question que je vous pose, est-ce que l'intelligence artificielle menace le corps médical? L'intelligence artificielle ne peut jamais menacer le domaine médical. Ok. Ou soit, l'intelligence artificielle ne peut jamais menacer la profession médicale. Or, l'intelligence artificielle, ça vient plutôt pour améliorer les choses, en fait. Vous voyez, c'est une opportunité pour le corps soignant, pour le corps médical, d'amplifier, de rendre fluide leur travail, en fait. Vous voyez? Donc, pour dire que l'intelligence artificielle menace le corps médical ou soit menace la profession médicale, c'est faux. C'est faux, en fait. Je vais donner un exemple. En France, il y a une plateforme qu'on appelle APHP. Voilà. Ça permet de sorte d'analyser les images radiologiques du thorax dans la détection des cancers du poumon, en fait, quelque chose comme ça. Et ces plateformes, ça analyse, je dirais, 500 clichés par heure. C'est beaucoup. Vous voyez? Donc, quand déjà, vous avez quelque chose qui vous permet d'analyser 500 clichés par heure, ça veut dire que ça vous fait déjà gagner du temps. Et comment est-ce qu'on peut dire la chose pareille est une menace? C'est absurde. Oui, c'est plutôt toi, la personne qui l'utilise, tu dois plutôt apprendre comment l'utiliser. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Nous continuons. Nous voulons savoir, est-ce que nous sommes à l'aube d'une révolution médicale à l'ère de l'intelligence artificielle? Effectivement, je dirais oui. Expliquez. Pourquoi? Parce que si je vous dis que aujourd'hui là, on peut faire la chirurgie à distance, que la personne est peut-être ici à Chypre, le médecin et le chirurgien est à Chypre et le malade est à Kinshasa. Allez-vous accepter et croire? C'est difficile pour moi d'accepter quelque chose de comme ça. C'est difficile. Vous voyez? Donc, avec les images qu'on va mettre ici, vous allez voir que à l'ère actuelle, l'intelligence artificielle nous a permis à générer de matériel qui nous facilite la tâche et puis qui permet de sorte qu'au lieu que le malade puisse se déplacer avec son état qui peut être de fois critique, auquel également faire des démarches, ça peut toutefois lui prendre des jours et des mois, auquel le temps qu'il est en train de traîner et la maladie s'aggrave. Et puis, on peut faire la chirurgie en distance. Voilà. Vous voyez? Donc,
À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner les choses parce que nous avons de, de matériel qui permet de sorte je donne un autre exemple, comme le diagnostic de cancer des seins avec Limit. Vous voyez, donc ce sont on crée de matériel avec des contenus sophistiqués qui permettent de sorte à faciliter la tâche aux corps soignants à faire leur travail dans de très bonnes conditions. Voilà. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le jugement clinique d'un médecin? La clinique, quand on parle du clinique, c'est physique, en fait, l'état physique. Quand on parle du clinique, c'est la coopération entre soignants, soignés. Cela veut dire que l'intelligence artificielle, lui, normalement, il dépend des données qu'on va lui donner, aux données qu'on va lui introduire. Vous voyez? Et puis, pour qu'on puisse dire que l'intelligence artificielle est en train de conclure par rapport à la clinique, c'est pratiquement faux. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il va donner, c'est l'être humain qui va le confirmer. Et puis, si lui, l'intelligence artificielle n'est pas mieux rodée, il ne fera absolument rien. Il ne va pas nous donner des données fiables. Il ne va pas nous donner des résultats précis. Vous voyez? C'est pourquoi on dit toujours que dans l'intelligence artificielle, comme l'autre fois j'avais suivi Papa Hardy, qui nous a bien dit que l'intelligence artificielle a deux parties. Tu vois, nous avons la partie machine et la partie deep learning, si je peux dire comme ça. Vous voyez? Ça veut dire que eux tous deux-là, vous allez voir que pour que eux tous puissent mieux fonctionner, ça dépend de quantité, des types de données qu'on va lui générer. Vous voyez? Si lui, il n'est pas mieux entraîné, il ne va pas produire quelque chose de bon. Ça veut dire que l'intelligence artificielle ne peut pas conclure. Je peux dire, même dans la diagnostic, même sur le plan diagnostique, nous, en imagerie médicale, ça veut dire que l'intelligence artificielle nous suggère plutôt, nous suggère le protocole. Et puis, moi, étant qu'un corps médical, moi, étant que radiologue, je vais examiner le protocole produit par l'intelligence artificielle. Vous voyez? Je donne un exemple. On a un cliché de thorax, on veut donner le compte rendu d'un cliché de thorax. On est un peu busy ou soit on est fatigué, on a travaillé toute la nuit. Et étant radiologue, on connaît par exemple le tuberculose. Ça se présente comme ça sur le cliché radiologique du thorax. On peut avoir des images caverneuses et ainsi de suite, voilà. Et je prends l'exemple que tu présentes à l'intelligence artificielle le cliché, et puis l'intelligence artificielle te dit le cliché radiologique du thorax se présente avec infiltration pulmonaire, avec les images nodulaires et ainsi de suite. Et à la fin du compte, tu conclus par un cliché tuberculeux. Et donc, un radiologue, je connais déjà les signes de la tuberculose, les images compatibles à une image tuberculeuse, ça se présente comme ça. Catégoriquement, cette proposition du protocole, je ne veux pas l'accueillir. Donc, je veux me rassurer de ce que moi je connais, de ce que moi je sais par rapport à la tuberculose. C'est pourquoi même, pour vous confirmer que l'IA ne peut jamais conclure, voilà. Enfin, ne peut pas remettre en question les jugements cliniques. Voilà. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Vous dites que l'intelligence artificielle a besoin de données pour parvenir à une réponse. Effectivement. Or, le médecin, qui lui aussi est en train de donner un jugement, il a aussi appris ça. Effectivement. Où est la différence entre le médecin qui a appris à la fac, les mêmes données qui ont été mises dans l'intelligence artificielle, mais on dit ce que l'intelligence artificielle donne, peut-être il y a une marge d'erreur et pas celui de l'homme. Comment? Bon, c'est que tu dois savoir que c'est l'homme qui découvre.
Vous allez voir dans la majorité de pathologies, il y a le nom Des hommes. Des hommes qui ont découvert cette pathologie. Vous voyez, mais l'intelligence artificielle n'a pas découvert un truc, n'a pas découvert quelque chose. Cela veut dire qu'on lui met ce que l'être humain a découvert. Ça veut dire que l'intelligence artificielle ne dépend pas d'elle-même. L'intelligence artificielle dépend de l'être humain. Okay. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que l'intelligence artificielle, les deux, ils apprennent, mais celui qui entre en contact avec le malade, c'est l'homme. Donc, l'homme a plus de chances par rapport à... Oui, et puis par rapport à la réflexion, je dis par exemple, je vous donne un exemple. Lorsqu'un médecin est devant un patient, un malade, et puis le malade se présente avec des céphalées, des toux, des frissons, et ainsi de suite. Le médecin ne va pas directement conclure à ça, non. Le médecin va réfléchir et il va poser un bilan diagnostique. Ce qui est différent avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, quand vous allez lui donner un tel cas, lui, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous donner la réponse directement. Lui ne va pas réfléchir en un coup d'œil. Vous voyez? D'accord. Il va vous donner le résultat et puis il va vous donner des références. Cela veut dire que quand on lui, il s'est dit également que ce que je t'ai donné, tu peux toi-même faire quoi? Les confirmer. Parce que si par exemple que lui est un être humain, il s'est contenté de ce que lui il a, il ne va pas te donner les références pour que tu puisses aller te référer ou vérifier et confirmer ce que lui il a dit. Non. Vous voyez? Donc c'est différent avec un être humain. L'être humain a une pensée à l'âme, réfléchit, et puis développe son intelligence différemment de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle aura toujours un coup de retard par rapport au sentiment. Effectivement. Voilà. Alors, j'aimerais poser une question. On aimerait un peu plus savoir sur le fait, quelles sont les limites actuelles que selon vous, la profession que vous faites, que vous trouvez que l'intelligence artificielle a, les limites que l'intelligence artificielle a? L'intelligence artificielle, je dirais, la première des choses, elle a beaucoup de limites, en fait. La première, je dirais, elle dépend du nombre de données, du type de données qu'on lui a inclus. Un exemple, si l'intelligence artificielle a été entraînée, avec le diagnostic des Européens, cette intelligence artificielle ne peut pas donner un bon diagnostic avec les données africaines. C'est fort. Reprenez un peu ça. Il est limité, en fait. Non, reprenez un peu ce que vous venez de dire. C'est très fort. Reprenez. Une intelligence artificielle, je dirais, s'il est entraîné avec les données des Européens, il ne sera pas en mesure de résoudre le problème africain. C'est ça sa limite. Ça veut dire que pour qu'il puisse résoudre les données sur le plan africain, on doit prendre les données, lui entraîner. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, si l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment entraînée, il ne fera absolument rien. Il ne va pas vous donner de très bons résultats. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est comme, je vous dirais, si tu poses par exemple à ChatGPT une question banale, des fois, il peut te dire, ceci, je n'ai pas de données fiables par rapport à ça, mais vous pouvez vous référer dans tel site. Vous pouvez vous référer à ceci. Ça veut dire que lui, en soi, il ne connaît pas, mais il y a un site auquel toi, tu peux te référer à ça pour faire quoi? Pour avoir des résultats. Des fois même, il envoie les gens, par exemple, tu dois aller dans tel bureau pour avoir des informations sur ça. Vous voyez? Il est limité. Il est limité dépendamment des données qu'on lui a inclus.
D'accord. J'ai des questions. Enfin, nous continuons toujours. Euh, toujours dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, Mhm, par exemple, que l'intelligence artificielle reçoit des données. mhm, Après, elle va traiter cela pour donner des réponses, tout ça. mhm. Maintenant, par rapport à ça, pensez-vous que l'intelligence artificielle va diminuer les erreurs médicales ou va les créer? Euh, L'intelligence artificielle, oui, effectivement, ça permet de sorte à diminuer, à réduire Les erreurs. les taux d'erreur. Mhm. Vous voyez, comme je vous ai donné un exemple d'un cliché thoracique, en fait. Mhm. Quand l'intelligence artificielle vous donne tel résultat, Mhm. toi également médecin, toi également radiologue, tu vas vérifier pour confirmer ce que l'intelligence artificielle t'a dit. C'est pourquoi on parle de la coopération Mhm. intelligence artificielle Et le corps et le médical. corps médical. Si on joue seulement avec Mhm. intelligence artificielle est nulle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle dépend de l'homme. Mhm. Si on utilise seulement l'être humain, il y aura un temps, il sera fatigué et Mhm. puis il ne sera pas en mesure d'aller plus loin. Mhm. Vous voyez? Dans les Ça limites, veut dire et que, chacun ses voilà, limites. la coopération de Mhm. l'intelligence artificielle et le corps soignant, ça crée, je ne sais pas, un ouf. En fait, vous voyez, Parfois. je vous donne un exemple. Mhm. Par exemple, à Malawi. Mhm. À Malawi, ils sont dans le pénurie de corps soignants. Mhm. Ça veut dire que pour eux, à Malawi, on estime un médecin doit soigner 50 000 patients. Or. Imagine que toi seul, être humain, Mhm. tu dois soigner 50 000 patients. Tu dois diagnostiquer 50 000 personnes. Imagine. C'est impossible. Mais quand tu collabores avec l'IA, tu verras que l'IA te rend la tâche facile en fait. Mhm. Tu vois? Mhm. Au lieu que tu puisses faire ça, l'IA te prend, te donne ça. Toi, tu regardes, ah, oui, c'est bon. Ah, non, c'est pas bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas bon. Ça veut dire que dans le contexte auquel toi, tu vas proposer à l'IA, Mhm. l'IA va te donner, dépendamment de ce que toi, tu lui as Mhm. proposé et dépendamment de ce que toi, tu as mis en lui. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Toujours dans cet élan-là. Maintenant, imaginez Hein. que l'intelligence artificielle vous trompe. Qui est celui qui sera tenu pour responsable? En tant que radiologue, en tant que médecin, docteur. La personne qui sera tenue Mhm. comme responsable, c'est la personne qui a inclus les données. La personne qui a entraîné l'intelligence Maintenant, artificielle. imaginez que l'intelligence artificielle a été suffisamment traînée, a été suffisamment entraînée. Mhm. Et maintenant, qui est celui qu'on tient responsable, selon vous? On tient responsable à la personne qui a entraîné. Pas la personne qui a créé. Non, la personne qui a entraîné. Ok. Parce que quand tu entraînes une personne, tu dois te rendre compte que tu lui as donné des capacités, tu lui as rempli des capacités qui lui permettent de résoudre un problème. Mhm. Je vous donne un exemple. Pourquoi dans le match de football, quand l'équipe perd, on s'attaque au coach? Parce que le coach, c'est lui la tête. C'est lui qui la tête, réfléchit. c'est lui qui a la stratégie à proposer aux joueurs. Mhm. Ça veut dire que lorsque le joueur ne parvient pas à donner très Mhm. beau, ça veut dire que le coach n'a pas produit, tu n'as pas entraîné suffisamment tes joueurs. Mhm. C'est ça. Bon, Donc, c'est un peu ça, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. Pensez-vous que c'est important qu'on puisse introduire dans les études de médecine Effectivement, l'intelligence artificielle? oui. Dès le bas âge, Mhm. un corps soignant, Mhm. un corps médical Mhm. doit déjà savoir comment utiliser l'intelligence artificielle, Mhm. comment coopérer avec l'intelligence artificielle. Mhm. Imagine. Et puis, tu dois savoir, tout médecin, tout radiologue Mhm. qui sait comment manipuler l'intelligence artificielle, tu verras que dans son compte rendu, c'est waouh. Wow. Ouais. C'est même, vous parvenez même à voir les gens qui font de chirurgie en distance, Mhm.
ils sont des experts incontournables. Oui, donc c'est un peu ça. Bon, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Il reste une ou deux questions. Pensez-vous que d'ici 2030, certains emplois dans le domaine de la santé vont tomber? Non, 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 non. Non, ça va pas tomber. Ça va pas tomber. Ça va pas tomber. Quand on dit Vous que... êtes sûr? Oui, effectivement. Oh, vous êtes sûr? Oui, je vous dis la vérité, ça va pas. On va créer des robots qui aident les gens à faire quoi? Qui aident les comment ils appellent? C'est les chirurgiens. Oh, j'ai besoin de bistouri, les robots de. J'ai besoin de... On n'aura plus besoin des infirmières. J'ai besoin de... par exemple, comment on appelle ça? L'anesthésie. Administrer l'anesthésie, quelque chose comme ça. Tu sais, si l'intelligence artificielle est seule, elle sera froid. C'est ce que je suis en train de dire que certains, je n'ai pas dit tout. Par exemple, l'infirmière... Oui, c'est ce que je dis, non? Quand tu dis certains, cela veut dire que dans certains départements, l'intelligence artificielle sera seule. Oui. Et puis quand elle sera seule, comment est-ce qu'il va fonctionner? Mais oui, on l'a entraîné à être seul. Oui, mais c'est ça que je dis, non? Okay. S'il est seul dans ce département-là, comment est-ce qu'il va fonctionner dans une situation délicate qui lui est limitée? Comment est-ce qu'il va fonctionner? Il sera froid. Il ne va jamais remplacer certains départements en médecine, non. Mais plutôt, il est en train d'amplifier les départements pour que le département puisse fonctionner dans de très bonnes conditions. Là, si vous dites ça, là, je suis d'accord. Mais prendre la place, là, je ne suis pas d'accord. Alors, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. J'ai une question que je veux vous poser. Sentez-vous à l'aise. C'est quelle est l'éthique qu'un médecin doit avoir, doit tenir face à l'usage de l'intelligence artificielle? Et deuxièmement, est-ce que nous devons faire confiance à des entreprises technologiques pour gérer les informations du domaine de la santé? Quand on parle de la confiance, on parle de la prudence. Je ne sais pas si vous le savez. Ça veut dire que faire confiance à une personne, ça n'exclut pas la prudence. C'est comme en Angleterre, il y a une plateforme qui avait pris sans autorisation des informations de plus de 505 000 personnes en fait, en UK. Ça avait créé des scandales en fait. Vous voyez, cela veut dire que quand on a confiance à une personne, on doit être prudent. Vous voyez. C'est-à-dire mettre des limites. Voilà, mettre des limites, mettre des barrières. C'est par là même on parle de la rigueur diagnostique, la rigueur du protocole. Vous voyez, ça veut dire que tout doit être établi avec rigueur et avec prudence. En tout cas, ce que je retiens aujourd'hui, en tout cas, ce qu'un téléspectateur retient aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle n'abîme pas le travail du corps médical. Or, il vient amplifier l'exercice et faire les choses vistes. Voilà, rendre la chose fluide. Voilà. Deuxièmement, ce qu'un internaute doit comprendre, c'est que il y a une certaine manière dont les aides ou bien les corps médicaux doivent utiliser l'intelligence artificielle par rapport à leur travail et par rapport aux patients. C'est aussi ça. Et ce que je retiens aussi, c'est que personnellement, ce qui me fascine, c'est les développements de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé va diminuer, si je peux le dire, en tout cas... la marge d'erreur. La marge d'erreur Effectivement. Dans l'exercice. En tout cas, nous sommes très, très ravis de passer cette émission avec vous. C'est moi qui vous remercie en plus pour l'invitation. Vraiment. Le plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que vous puissiez saluer 2-3 personnes. En lingala, on dit « moi, libanga ». À passant, j'aimerais un peu saluer mon père
mes parents, papa Boniface, mon homme en fait, Ah, ouais, ouais. et maman Jeannette Bolunga. Ce sont eux qui ont eu à faire par la grâce de Dieu, faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et saluer également ma femme, Ruth Njoli, ma belle famille, la famille Chavula, là où ils sont à Malawi. Je pense que on se verra très bientôt. Et ma famille biologique également, ma grande sœur Nisha Yenga, Déborah Belekwa, Benny Benga, qui d'ailleurs, lui également, je pense c'est le 7 qu'on ira prendre, prendre la facture de la dot, en fait, de voir comment régulariser Donc, les lui aussi choses. quitte le célibat. Voilà, lui aussi Il vous quitte le rejoint. célibat, il me Ah, rejoint. là, là, là. Il y a mon frère Christian Bassele, qu'on appelle toujours le courageux, le patron de la famille. Donc, il y a aussi le dernier Eli. Voilà. Donc, et je salue tout le monde, toutes les personnes qui nous aiment, papa Stéphane Tshisekedi et sa femme, et voilà, tout le monde. Voilà. Normalement, ce qu'on vient de faire, si on était à Kin, faut bâtir une enveloppe. Faut bâtir une enveloppe. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est par là que nous allons finir. Alors, chers téléspectateurs, c'était pour vous spécial interview. Vous connaissez le but des spécial interviews. C'est une émission qui a pour but d'édifier, d'ajouter à ce que nous savons, d'ajouter des compétences afin que notre vie change, afin que nous vivons des réelles transformations. Alors, on se voit à la prochaine édition. Merci.